Bonjour à tous. Lunettes connectées dopées à l'intelligence artificielle. Première limite de ces IA génératives, future promesse, ce sera nos sujets aujourd'hui avec le grand rendez-vous sur l'IA dans Smart Tech. On aura aussi dans cette édition un rendez-vous avec le monde du libre, du logiciel libre. On va regarder ce que va changer l'IA pour les développeurs. Mais d'abord, 3 questions sur la pollution observée depuis le ciel. C'est tout de suite 3 questions dans Smart Tech. Mon invitée est chercheuse en sciences de l'atmosphère et du climat. Elle étudie l'impact de l'homme sur la planète à partir d'observations obtenues par satellite. Elle dirige une équipe de recherche à Sorbonne Université à Paris. Elle est aussi professeure à l'Université libre de Bruxelles, auteure de plusieurs publications scientifiques, de nombreuses publications scientifiques, je devrais dire même. Médaille d'argent du CNRS en 2022. Bonjour Cathy Glerbeau. Bonjour. Alors, on va s'intéresser ensemble à la qualité de l'air. Qu'est-ce qu'on désigne exactement sous le terme pollution et quelle importance revêt la mesure de la pollution de l'air en particulier ? Donc la qualité de l'air, c'est le taux de concentration de polluants dans l'air qu'on respire. Et donc le type de polluant va dépendre de la saison essentiellement. Donc en hiver, ça va être plutôt, en tout cas en France, du NO2 et des particules. Et en été, ça va être plutôt l'ozone. Donc 2 grands types de polluants, c'est ça que vous observez en permanence ? Donc nous, on surveille ça par satellite partout dans le monde, pas rien qu'en France. Et donc on va essayer de comprendre comment ces polluants se déplacent, où est-ce qu'ils sont émis et comment ils sont transportés par les vents. Mais alors qu'est-ce qu'on voit de plus intéressant, j'ai envie de dire, depuis les satellites, depuis l'espace ? Ben justement, depuis l'espace, on essaye de comprendre quand on observe des pollutions à certains endroits, on essaie de comprendre d'où elles viennent parce on a plusieurs passages du satellite par jour et donc on peut voir typiquement la pollution qui vient de Chine, comment elle est transportée au-dessus de l'océan, comment elle atteint les côtes des États-Unis par exemple, ou bien on peut voir comment cette pollution varie dans le temps, si elle augmente ou si elle diminue autour de certaines régions du globe. Et ce que vous observez, ce sont quoi ? Vous voyez par exemple des incendies, vous voyez le trafic automobile ou simplement les polluants qui circulent ? On voit plein de choses, on voit plein de gaz à la fois. Donc les incendies, c'est ce qui émet le plus de pollution. Donc là, on suit une trentaine de gaz qu'on voit se déplacer plus ou moins longtemps selon leur durée de vie dans l'atmosphère. Typiquement, des incendies du Canada, par exemple, comme il y a eu il y a 2 étés, eh bien, ils peuvent se propager jusqu'au-dessus de l'université où je travaille à Paris. On a détecté des détecteurs sur le toit de l'université et on a vu des concentrations élevées en monoxyde de carbone, qui est un des bons traceurs de feu, qui venaient des feux au Canada. Donc, si on n'avait pas les images satellites, on n'aurait pas compris pourquoi on avait des concentrations élevées de monoxyde de carbone, mais ça vient des fumées qui sont transportées au-dessus de l'océan. C'est intéressant, donc ça fait une vraie différence par rapport à l'observation depuis la Terre. Est-ce que vous observez aussi une pollution très inégale autour de la planète dans le monde ? Oui, c'est ça qui est le plus frappant. En fait, on a des cartes tous les jours, on a des cartes des différents polluants qu'on trouve partout dans le monde, et on peut justement surveiller quels sont les pays qui émettent le plus de pollution. Et je dirais que il y a une quinzaine d'années, quand le premier satellite qui embarque notre instrument qui mesure tout ça a été lancé. C'était le plus flagrant, c'était la Chine, et là, c'est en train de passer plutôt sur l'Inde. La Chine, on voit que les polluants, bon, c'est toujours très très élevé, mais ça commence à baisser. Et en Inde, ça baisse pas du tout. En fait, on s'aperçoit que, les cartes elles étaient toutes rouges avec des concentrations élevées en Inde en Chine, et il y a quelques années. Et maintenant, c'est plutôt au-dessus de l'Inde qu'on voit ça. Et de manière globale, vous diriez que l'air était vraiment plus pur il y a 10 ans, 20 ans ? Non, c'est le contraire en fait. Je pose souvent cette question quand je fais des conférences grand public et tout le monde croit que la pollution augmente et ça dépend où on regarde sur la planète. Et typiquement en Europe et en France en particulier, l'air était plus pollué il y a 10 ans que maintenant. Et donc là, c'est quelque chose qui s'améliore et je trouve que les médias en parlent assez peu. Donc c'est bien que vous me donniez l'occasion d'en parler parce que avec tous les efforts qu'on a fait au niveau notamment sur les moteurs des voitures, sur l'isolement des maisons, etc., il y a moins de polluants qu'avant. Par contre, on en parle beaucoup parce que toute pollution est mauvaise pour la santé et on connaît de mieux en mieux les impacts sur la santé. Donc on en parle beaucoup parce qu'on connaît de mieux en mieux ce qui se passe, quoi.
Ah bah merci beaucoup pour ce signal positif. Merci Cathy Glerbeau d'avoir été avec nous. Je rappelle que vous êtes la directrice de recherche au CNRS et que vous observez cette qualité de l'air et la pollution depuis l'espace grâce aux satellites. Merci encore. Dans notre grand rendez-vous sur l'intelligence artificielle, aujourd'hui, Laurent Daudet est avec nous. Bonjour. Bonjour. Vous êtes directeur général, cofondateur de Lighton, première société européenne cotée spécialisée dans l'IA générative. Et avec vous, Jérôme Malzac, directeur de l'innovation, expert en IA générative chez Micropole. Bonjour. Bonjour. Micropole, je rappelle, un cabinet de conseil spécialisé dans la transformation digitale des entreprises. Alors, je voulais vous faire réagir en particulier à deux choses. D'abord, ces lunettes connectées, qui ne sont pas là depuis hier, qui sont là depuis longtemps, mais qui nous promettent maintenant monts et merveilles grâce à l'intelligence artificielle. On a notamment un nouveau modèle en préparation du côté de Meta. On a des nouvelles fonctionnalités qui arrivent grâce à l'IA. Est-ce que vous vous dites, eh bien, une des killer applications d'intelligence artificielle, pourquoi pas, ça peut être dans les lunettes? Alors, je pense Jérôme. très clairement que on va aller au-delà du gadget que peuvent représenter les Meta Ray-Ban qui sont sortis maintenant il y a quelques temps et dont la V2 arrive. Qui servent des caméras cachées à Laurent Baffy ou autre, ou à filmer ses vacances. Mais je pense qu'on est d'ores et déjà au-delà de ces simples applications. Je pense notamment à des applications comme chez Essilor Luxottica où ça sert d'aide auditive pour remplacer des dispositifs un petit peu plus voyants pour les personnes qui entendent mal. Vous avez également des applications sur les personnes malvoyantes pour les aider à les guider dans des endroits un petit peu complexes. Les lunettes filment l'environnement et décrivent à la personne malvoyante pour lui permettre de se guider en sécurité. Ça, c'est des vraies applications qui existent aujourd'hui. Et demain, avec de l'intelligence artificielle embarquée, plus, au-delà de l'intelligence artificielle, des écrans, on va vraiment avoir des dispositifs personnalisés qui, peut-être, comme le fantasme nous laisse présager Mark Zuckerberg chez Meta, remplacera notre smartphone. Chez Google, ils sont un peu plus réservés, ça va être plutôt une extension du mobile, un peu comme notre montre connectée. Mais vous avez déjà des acteurs qui projettent des informations. Alors, Google avait essayé de le faire en 2011. Ça n'avait pas marché parce que la technologie n'était pas là. Mais il a vite retiré son... C'est dommage parce que moi j'aimais beaucoup les Google Glass et le concept justement de ces visites guidées dans les musées qui passaient directement par les lunettes. Mais le grand public n'y a pas trouvé son compte, c'était cher. Mais parce que la technologie n'était pas là à l'époque, c'était il y a 12 ans quand même. Donc l'IA à l'époque n'était pas ce qu'elle était. Et donc du coup, le device ne fonctionne pas. Alors Jérôme, vous dites justement que ça va permettre aux lunettes de ne plus être un gadget, cette IA. Et moi, je me disais l'inverse. Je me disais, mais est-ce que l'IA, c'est pas le gadget ? Aujourd'hui, on nous promet que quand on va mettre de l'IA, ça va être extraordinaire. Oui, alors c'est effectivement possible qu'on soit encore à une phase où c'est simplement des early adopters qui vont utiliser ce type de device. Moi, j'ai tendance à penser que tant qu'on n'aura pas des vrais LLM embarqués sur ces devices-là, ça va rester relativement limité le type de fonctionnalité qu'on peut avoir. Parce que, expliquez-nous justement, qu'est-ce qu'on aura véritablement comme accès? On aura accès à quelle technologie d'intelligence artificielle dans ces dispositifs de lunettes? Actuellement, dans les modèles qui sont en train de sortir, il y a de la technologie, par exemple, pour faire de la traduction instantanée de discours. Mais ça passe très souvent par une connexion à votre téléphone va se connecter au cloud, le cloud va donner la réponse et ça va revenir, donc ça induit des délais, il faut être dans des bonnes conditions de captation, etc. Le futur, c'est que tout soit embarqué dans les lunettes, qu'on ait la capacité de calcul et faire tourner des gros LLM qui soient capables de faire vraiment l'extension, l'assistant dont vous avez envie, qui vous fasse de la planification de votre journée, qui vous aide à... Ça, c'est pas de la SF d'imaginer des grands modèles de langage embarqués dans des dispositifs aussi légers? C'est pas pour aujourd'hui, mais c'est pour demain. C'est pour demain, c'est dans 2-3 ans peut-être on aura... Oui, ça viendra. La miniaturisation avance. Et de toute façon, quand vous regardez, il n'y a pas que Meta qui avance sur le sujet. Google relance. C'est passé un petit peu inaperçu. Il y a eu un Tech Talk il n'y a pas longtemps aux États-Unis où Google a annoncé une nouvelle version de leur Google Glass, les numéro 2. Ils les sortent. Vous avez Samsung qui travaille avec Google pour une paire de lunettes connectées. Apple et leur projet N50. Ils y vont pas. Après beaucoup de tergiversations, ils semblent y aller. Donc ils vont sortir leurs propres lunettes connectées.
Vous avez Xreol et Vuzix aussi qui travaillent depuis très longtemps sur des lunettes connectées avec, encore une fois, projection de l'écran. Donc, pour aller faire aussi de la réalité augmentée et de la réalité mixte. Et au-delà, moi, je pense des LLM on edge, enfin embarqués sur ce type de dispositif. Vous avez d'autres modèles que des modèles de langage, par exemple des modèles de reconnaissance d'objets qui se font fort utiles sur ce type de dispositif. C'est ce que j'allais dire, parce qu'effectivement, il y a la traduction, vous l'avez cité, mais tout ce qui est vision par IA... Chez Micropole, on travaille pas mal avec des industries dont les employés ont besoin de leurs mains libres. Pour, notamment dans de l'audit ou dans de l'inspection, ils ont des outils à la main et pourtant il faut qu'ils fassent leur rapport ou qu'ils aient accès à des informations. Ils ne peuvent pas le faire avec leur smartphone en plus des outils. Donc le fait d'avoir un dispositif entièrement handless, sans les mains, avec qui ils vont pouvoir communiquer, avec qui ils vont pouvoir reconnaître des objets, des choses, c'est des sujets sur lesquels on travaille déjà. Et ça qui peut intéresser pas uniquement justement le grand public, mais tout le domaine industriel, le domaine de la formation en entreprise. Jusqu'à maintenant, on n'avait pas de dispositif. On avait des HoloLens de chez Microsoft. Dispositif assez gros, lourd, la durabilité de la batterie qui laisse à désirer. Alors il va falloir faire beaucoup de progrès pour embarquer tout ça sur des petites lunettes, mais c'est un vrai bond technologique, je pense, qui intéressera fortement ces industries. Mais ce que vous signalez, cette question d'autonomie des devices, ça reste encore un facteur limitant actuellement. Les lunettes actuellement de Meta ont une autonomie de 4 heures et on ne peut pas les porter toute la journée. Donc tant que ce problème-là n'est pas résolu, on n'arrivera pas, je pense, à une adoption vraiment par le grand public. On restera dans des applications de niche, celles qu'on a citées qui sont très intéressantes, sûrement d'autres. Mais ça, c'est un vrai enjeu. Autre vrai enjeu, la question des données personnelles, parce qu'effectivement, ces lunettes captent tout l'environnement et en particulier en Europe, ça risque de coincer. Oui, alors j'ai moi-même pu tester les Meta Ray-Ban. Alors je trouve que la qualité au niveau du son, quand on lance la musique, elle est exceptionnelle. Je m'interroge sur la faculté justement de la vision par IA, la capacité à filmer des scènes. Ça va se confronté au RGPD très très vite, tout ça. Oui, tout à fait. En même temps, est-ce qu'on ne le fait pas déjà avec notre smartphone ? Vous êtes en vacances, vous filmez votre lieu de vacances, mais vous on le voit. Donc des images d'autres personnes. On voit que je filme quand même aujourd'hui, alors qu'avec des lunettes... Il y a la petite loupe normalement qu'on ne peut pas désactiver et qui permet de voir que ça enregistre. Ouais. Je ne sais pas si c'est... Alors, il y a un vrai sujet de confidentialité, de données privées, ça c'est certain. Est-ce qu'il est beaucoup plus risqué que ce qu'on a déjà avec les technologies de type smartphone, je ne suis pas sûr. Puis moi, il y a un dernier point quand même qui me convainc dans le fait que ce seront des devices de demain. Cette année au CES, encore une fois, j'ai été au CES cette année et c'était impressionnant de voir le nombre de constructeurs industriels qui travaillent sur des sujets de lunettes connectées. Il y en avait des dizaines cette année. Mais en fait, je pense que tout le monde cherche le futur du smartphone. Oui, c'est ça. Et quand on voit qu'il y a des investissements à ce point-là, on se dit qu'il y a forcément un marché derrière et qu'ils ne le font pas de façon innocente. Et quand on travaille sur les grands modèles d'IA, justement, on travaille sur leur portabilité, parce que on voit aujourd'hui, on a des annonces de grands modèles qui tournent sur des PC portables. Et vous nous dites, oui, arriver dans des lunettes, ça peut être très rapide. Ce qui est clair, c'est que cette l'IA générative, ça repose carrément toute la question des interactions homme-machine. Et le device, ça fait partie de l'interaction homme-machine. Est-ce que effectivement, ça sera par les lunettes, ou est-ce que ça sera par la voix, ou est-ce que ça sera par des hybrides ? Pins, on nous a montré aussi. Voilà, enfin, mais c'est clair qu'on aura cette IA qui va venir dans de plus en plus d'objets et l'IA générative est là pour repenser toutes les interactions avec les machines. Alors, c'est le deuxième sujet qu'on aborde ensemble, c'est les nouvelles promesses, donc justement de ces IA génératives, mais aussi de leurs limites. On a des premiers indicateurs qui nous disent, par exemple, Copilot chez Microsoft, ça marche pas aussi bien qu'on pensait. C'est-à-dire, c'est mis à disposition d'énormément de personnes, mais en termes d'utilisateurs, pour l'instant, visiblement, ça correspond pas exactement aux attentes. Comment est-ce que vous expliquez ça ? Je pense qu'on nous a beaucoup promis avec l'IA générative et que les acteurs comme Microsoft et les autres GAFAM nous ont un peu fait fantasmer les usages qu'on pouvait en tirer. Copilot, effectivement, quand on le déploie, et moi je l'utilise au quotidien, ce qu'on aimerait en faire et ce qu'on peut en faire à date, c'est assez différent. On est plutôt limité et frustré parfois dans l'utilisation parce que ce n'est pas encore pile poil adapté aux besoins de tout un chacun. Et c'est des besoins qui sont parfois très personnels. Moi, l'usage que j'en fais sera différent d'une autre personne qui travaille sur un projet chez Micropole. Un autre élément assez important, c'est que c'est une technologie qui évolue. En quelques mois, je crois qu'en une année,
Microsoft a sorti un petit peu plus de 300 nouvelles fonctionnalités sur Copilot. C'est énorme. Donc, ce que vous aviez... Justement, parmi ces 300, il doit bien y avoir une ou deux qui vont nous servir. Alors oui, mais pas en continu en fait. Ce que vous aviez ce que vous n'aviez pas il y a un mois dans Copilot, vous l'avez peut-être aujourd'hui. Donc déjà, ça veut dire qu'il faut systématiquement revérifier est-ce que la fonctionnalité y est ou pas. Et ensuite, je vous dis, l'usage est tellement personnel que des personnes vont pouvoir l'utiliser dans 20-30% des cas, peut-être 10 fois dans la journée, et puis d'autres, comme moi, vont l'utiliser peut-être sur un seul cas d'usage, de la recherche documentaire, et on n'ira pas plus loin parce que le besoin dans les autres outils de Microsoft n'est pas encore complètement intégré. Il y a la question du coût aussi quand même, non ? Il y a la question du coût, mais je pense que ça, c'est secondaire. À mon avis, il y a vraiment une question d'éducation, de faire en sorte que ça devienne naturel dans toute son interaction avec les machines. Et il y a sûrement quelque chose de générationnel, de la même manière qu'il y a les digital natives. Maintenant, on va arriver à une génération de GPT native, des gens qui sont nés avec l'IA générative et qui considéreront ça totalement naturel d'utiliser ces outils pour toutes les tâches du quotidien, donc inclus les tâches de bureautique et d'intégration. Donc, et c'est là où les copilotes feront tout leur sens d'intégration avec la bureautique. On est encore à une phase, nous, à Nighton, quand on travaille avec nos clients, où il faut encore beaucoup les accompagner sur la définition des use cases pour définir quels sont les workflows qu'on va pouvoir automatiser, sur lesquels on va avoir des gains de productivité mesurables et sur lesquels on va pouvoir déployer à l'échelle également. Est-ce qu'il y a vraiment des gains de productivité, du gain de temps aujourd'hui mesurable avec l'utilisation de l'IA générative? Parce que ça, c'est aussi une petite musique qu'on entend. Finalement, ça coûte de l'argent, c'est pas forcément hyper productif, on gagne pas forcément tant de temps que ça. Si, enfin, tout va dépendre des métiers, bien évidemment, encore une fois, mais on travaille avec certains clients qui ont déjà mis en place, pour qui on a déjà mis en place de l'IA générative. Et sur certains verticaux, dans certains métiers, sur certains processus dans les RH, dans le juridique, vous avez des vrais gains de temps. C'est des personnes qui gagnent 20-30% de leur journée à faire autre chose parce qu'une partie de ces tâches-là ont été automatisées par de l'IA ou de l'IA générative. Donc il y a aujourd'hui des vrais gains de temps. Là où je rejoins Laurent, c'est qu'on ne fait pas tout avec de l'IA ou de l'IA générative. Et qu'il faut vraiment travailler en amont le besoin des métiers sur quelles sont les difficultés aujourd'hui et en quoi des outils d'IA ou d'IA génératif peuvent venir résoudre ces sujets-là. Et non pas se dire c'est le Graal qui va nous faire gagner 50%, comme on l'a beaucoup lu et beaucoup entendu pendant un an. Quand c'est sorti en 2023, on entendait que ça va vous faire gagner. On va remplacer tous les développeurs vont aller 50% plus vite. C'est pas vrai. On gagne du temps, mais pas surtout. Et c'est vraiment avec les métiers, ceux qui sont dans le quotidien des process, qu'il faut réussir à analyser l'usage qu'ils vont avoir de l'IA générative. En tout cas, sur les développeurs, là, il y a un gain de temps qui est absolument immédiat. Les ingénieurs dans mon entreprise à Lighton disent qu'ils gagnent entre 20 et 30% de temps simplement à utiliser de l'IA générative, ce qui est absolument énorme. Et demain, avec le déploiement d'agents, ça sera encore plus marqué que ça. Donc on va parler d'ailleurs après, pour ceux qui continuent à rester avec nous, on parlera justement de coder avec l'IA juste après. Moi, j'ai été bluffée par la nouvelle application qui a été mise en ligne par Google, Notebook LM. Qui permet de compiler énormément de données, de retrouver les sources, parce que ça, c'est quelque chose d'important quand on utilise des IA génératives. On aime bien quand même savoir à quoi on peut se référer. Et de créer des podcasts, en fait, de faire des retranscriptions du résumé de manière audio avec 2 personnages. C'est hyper réaliste, ça se fait en 5 minutes à peine. Là, c'est un peu vertigineux. Là, j'ai envie de dire, là, moi, j'y crois aux promesses de l'IA générative. Ça peut transformer véritablement profondément des usages, des métiers. Mais pour autant, est-ce que vous pensez, je vais être provocateur, mais est-ce que vous pensez que ça remplacera le métier de journaliste ? Non, parce que les podcasts, c'est pas que ça. C'est ça. C'est pas que de l'information, de l'enquête et de la pédagogie. Exactement. C'est un vrai bond technologique. Ça permet d'aller plus vite peut-être sur la mise à disposition sous forme de podcast de l'information. Pour autant, ça ne remplacera pas un métier. Le métier sera toujours là, aidé, guidé par un nouvel outil qui est en revanche, d'intégrer une partie
justement de cette technologie dans son podcast nativement. Enfin, je veux dire, ça permet de réfléchir à d'autres façons de faire, en fait. Oui. Ça ouvre le champ des possibles. Tout à fait. Si l'IA est faite uniquement pour refaire de façon automatisée ce que vous faites avec vos processus humains, finalement, c'est assez limité. Maintenant, il faut penser un cran au-delà, de se dire... on a cette technologie absolument extraordinaire. Quelle nouvelle façon de travailler ça va me donner ? Et ça va vous... là, ça ouvre l'univers des possibles. On voit ce qui est possible maintenant, ce qui sera possible demain. Et là, notamment avec les agents intelligents, il va y avoir des possibilités qui sont assez vertigineuses. Mais justement, comment on fait pour penser ce demain ? En fait, c'est tout l'enjeu de trouver les killer applications. Hein. C'est de se dire, je suis capable d'inventer quelque chose, un usage que je faisais avant d'une certaine façon et qui sera totalement différent demain. Comment est-ce qu'on accompagne les entreprises là-dedans ? Parce que j'imagine qu'elles pensent substitution au départ. Alors au départ, c'est oui. Moi, les premières questions que j'avais de la part des clients, c'était combien on va remplacer de personnes dans mon entreprise grâce à l'IA. Ça se passe pas comme ça en fait. Comme on le disait, c'est plutôt quels vont être les sujets qui vont pouvoir être accélérés par l'IA. Et aujourd'hui, on n'a pas trouvé de killer app. Enfin, il y a des killer apps d'IA générative, mais on n'a pas trouvé le cas d'usage où l'IA générative devient incontournable. Par contre, il existe un tas de tâches sur lesquelles l'IA générative a un sens, et notamment avec les agents, où on va pouvoir, maintenant, on peut exécuter les actions. C'est pas simplement une chaîne de pensée où on vient générer du texte ou des images à la chaîne. C'est vraiment, on réfléchit, enfin l'IA générative réfléchit, lance une action dans d'autres outils, vient passer la main à un autre agent, et ça, l'IA agentique est un vrai sujet. Et ça se travaille vraiment avec le besoin métier. Encore une fois, j'insiste sur le sujet parce que c'est vraiment la façon dont on doit aborder ce type de sujet. Et un autre élément, je pense que ce ne sera pas Copilot de Microsoft qui va tout révolutionner. Quand on pense à Paradigme de chez Lighton, de Laurent, c'est grâce à des petites solutions comme ça, alors déjà d'une part souveraine française et dont la protection de la donnée est quand même un petit peu plus, on se sent plus à l'aise avec ce type de solution qu'avec les grands GAFAM, et qui sont suffisamment flexibles justement pour pouvoir créer tout un tas de multi-agents qui vont répondre non pas globalement à un sujet, à un métier, mais tout un tas de petites tâches dans un métier. Oui, et probablement... Un mot, Laurent, Oui, probablement, on ne va pas moins travailler, on ne va pas avoir moins de personnes qui travaillent, on va juste s'attaquer à des problèmes plus complexes et on aura des outils qui nous permettront d'être plus créatifs et plus efficaces, mais c'est probablement ce qui va arriver. Merci beaucoup Laurent Daudet, directeur général cofondateur de Lighton, d'avoir été avec nous, et Jérôme Malzac, directeur de l'innovation, expert en IA générative de Micropole. Merci à vous. Encore. On termine cette édition avec le monde du libre et Jean-Paul Smets, le PDG de RapidSpace. Bonjour Jean-Paul. Bonjour. Aujourd'hui, ton sujet, c'est ce que l'IA va changer pour les développeurs de logiciels libres. Oui, en fait, le 29 avril, c'est la sortie de Qwen 3 par Alibaba, qui est en fait une IA de grande taille et apparemment aussi performante que l'est le modèle O3 de ChatGPT. Et je me suis dit à cette occasion, est-ce que c'est capable, une IA, de coder ou de faire le travail d'un développeur ? Et je suis allé regarder un peu les performances telles qu'elles sont évaluées sur divers sites. Apparemment, Qwen 3 est le numéro 2 en termes de capacité à coder. Donc je me suis dit, on va essayer de faire des expériences pour voir est-ce que ça marche vraiment. Et comment est-ce que tu as procédé pour ces expériences ? Alors j'ai d'abord procédé en me disant, est-ce qu'on peut prendre une IA pour générer une documentation qui va permettre à un développeur pas trop au courant d'un logiciel mal documenté de comprendre comment il marche ? Donc j'ai pris un logiciel pas trop documenté, SlapOS, logiciel de cloud, un développeur pas trop expérimenté, Monsieur X, un développeur très expérimenté, Monsieur Y. Donc j'ai pris le logiciel, je l'ai fait rentrer dans une IA, alors ça s'appelle DeepWiki, c'est un site en ligne. Ça a généré une documentation absolument magnifique. Jamais j'aurais pu faire ça auparavant. Et puis j'ai demandé à Monsieur A de me dire s'il comprenait mieux comment fonctionnait le logiciel libre. Il m'a dit c'est génial, j'ai enfin compris. C'est Monsieur X, je crois, au début, oui, mais c'est pas grave. Hein. Mais comme souvent, en fait, les IA racontent beaucoup de bêtises. Et seuls les experts se rendent compte qu'elles racontent des bêtises. J'ai demandé à Monsieur Y de lire la documentation et de me dire c'est bien, il y a des fautes, il n'y a pas de fautes, qu'est-ce que tu en penses ? Il m'a dit tout est juste, c'est incroyable, il n'y a pratiquement aucune erreur. Bon, 50% des réponses sont tellement vagues que quand tu connais le logiciel,
tu comprends que la réponse est exacte, mais si tu ne le connaissais pas, ça serait tellement vague que tu ne saurais pas ce que ça veut dire. Mais comme le reste des 50% est extrêmement précis, il y a au moins 50% de la documentation sans aucune intervention humaine qui est générée de façon ultra utile. L'autre limite qu'on a vue, c'est qu'en fait, quand il y a une abstraction, une espèce de grande architecture au-dessus du code, l'IA ne la voit pas. Est-ce que tu as testé les capacités des IA pour vraiment coder, programmer ? Alors on a aussi fait ça, on s'est rendu compte que pour coder des interfaces utilisateurs, ça marche dans 70% des cas. Pour coder en fait des logiques de back-end ou de grosses applications, ça marche moins bien, 30%, mais ce qui est plus extraordinaire, c'est que ça te trouve les bugs. Donc on avait un cas justement avec Monsieur X qui devait résoudre un problème de mise à niveau de la librairie StatModel de 0.11 à 0.13, a demandé dans ce cas-là à ChatGPT d'analyser, lui dire pourquoi est-ce que quand je change StatModel, ça me fait un bug sur une autre librairie qui s'appelle Arima. Donc ChatGPT a répondu, en fait l'API d'appel de StatModel a changé, donc tu as deux solutions, soit tu reviens dans la version précédente, soit tu corriges le code pour satisfaire la nouvelle API, et tout ça automatiquement. Est-ce que tu as aussi mesuré l'impact que peut avoir l'IA sur le développement de logiciels libres ? Donc là, c'est facile. Il y aura de l'IA dans tous les logiciels libres, de la même façon qu'il y a des moteurs de recherche plein texte dans toutes les bases de données. Donc le jour où en fait on a eu Google pour chercher sur Internet, rapidement c'est devenu une habitude. Et donc dans les logiciels d'entreprise et ailleurs, dans son mail n'importe où, on veut avoir l'équivalent d'un Google Search. On tape 2-3 mots et ça trouve les choses. Aujourd'hui, ce qu'on va avoir, c'est de l'IA partout. Donc par exemple, ce qui va arriver dans les logiciels d'entreprise, c'est qu'au lieu de faire plein de rapports à la main pour couvrir tous les cas possibles, les meilleures ventes, les meilleurs clients, les meilleurs employés, tout ce qu'on peut imaginer, il y aura juste une IA. Donc on a également testé, qui génère le code SQL de requêtage de la base de données. Donc on lui demande quelles étaient l'évolution des ventes pour tel groupe de clients. Puis hop, ça répond, ça génère la requête SQL, ça fait un joli rapport, un dessin. Là encore, ce qu'on voit, c'est comme pour la documentation, ce qui avant nécessitait des armées de développeurs, par exemple sous-traités en Inde, on met une IA à la place et une petite entreprise avec quasiment aucun moyen gère une doc magnifique, génère des milliers de rapports comme une grande. On dirait une baguette magique, là, attention. Est-ce qu'il y a un risque, quand même, pour le modèle du libre ? Alors, le premier qui a vraiment vu ça, c'est Alexandre Zapolsky, avec Linto, qui en 2017 était un agent qui essayait de comprendre ce qu'on disait vocalement, qui essayait de faire des résumés, donc c'était vraiment pas mal. Et il a présenté ça à la Vegas, ensuite il a créé avec d'autres la communauté OpenLLM, et aujourd'hui en fait il a fait Lucy, qui est avec Olmo, l'un des seuls modèles vraiment libres d'IA. Ok, Queen 3 dont tu nous as parlé au début, c'est pas libre ? Alors c'est plus un freeware, mais en fait on a le droit de le copier, on peut l'améliorer à la marge en l'étendant, mais on n'a pas ni le code source, ni les données qui ont servi à l'entraîner. Donc c'est un peu du libre Canada Dry. Aujourd'hui on a deux mots, il y a open weight pour les choses comme Queen 3, c'est-à-dire qu'on partage le résultat, les poids, et fully open comme Olmo. D'accord. Donc il n'y a pas beaucoup finalement de vrais IA libres aujourd'hui. Il n'y a que Olmo et Lucy aujourd'hui. Ouais. Qui ont encore leurs preuves à faire, hein, parce que Lucy, oui, mais Olmo c'est plus avancé. Mais même si ça a ses preuves à faire, c'était fait avec quelques millions. Les autres, c'est des centaines de millions ou des milliards. Et ce qu'il faut voir, c'est qu'avoir des IA libres, ça va être essentiel pour tout le logiciel libre, exactement comme avoir des compilateurs libres. De la même façon qu'on ne peut pas imaginer faire du logiciel libre avec un compilateur propriétaire, on ne pourra pas imaginer faire du code libre avec des IA qui ne soient pas libres. Donc il faut soutenir les projets d'IA libres. Merci beaucoup. C'était Jean-Paul Smets dans Le Monde du Libre et dans Smart Tech que vous regardez sur la chaîne Be Smart for Change. Merci à tous et à très bientôt pour de nouvelles histoires sur la tech.